Bienvenue à Cardio-Oncologie 2023, je suis Loïc Renaud, hématologue à l'Institut Gustave-Roussy et j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Tracy Gonçalves, cardiologue à l'hôpital Lariboisière Saint-Louis, avec qui nous allons évoquer les fibrillations auriculaires qui sont des effets secondaires fréquents sous inhibiteurs du BTK, des traitements PEROS qui sont très largement utilisés en hématologie et notamment des traitements clés de la prise en charge de la leucémie lymphoïde chronique. Après l'initiation d'un inhibiteur de BTK, il est recommandé de faire une consultation de cardiologie. En pratique, comment est-ce qu'on doit suivre ces patients côté cardiologique? Merci Loïc. Pour rappeler juste la fibrillation atriale, c'est fréquent dans le cas où on a un traitement sous ibrutinib. Dans une cohorte française prospective, ils retrouvaient que le risque était multiplié par 15. Et donc, pour suivre ces patients, il faut détecter la fibrillation atriale. Ce que proposent les recommandations de l'ASC en 2022, c'est de prendre la fréquence cardiaque à chaque visite. Et au mieux, c'est de faire un électrocardiogramme. L'holter-ECG n'est pas systématique, sauf s'il y a des palpitations. Et en pratique, lorsque surgit une fibrillation auriculaire, comment est-ce qu'on prend en charge ces patients? Contrôle du rythme, contrôle de fréquence? Alors, préférentiellement, on aura tendance à s'orienter vers une stratégie du contrôle de la fréquence cardiaque, car il y a plusieurs paramètres en compte. Les patients sous ibrutinib, c'est des patients qui ont un cancer et qui ont aussi donc un traitement qui est pourvoyeur de fibrillation atriale. Et donc tout ceci doit être pris en compte dans la prise en charge. Et donc c'est pour ça qu'on s'oriente plutôt vers une fréquence cardiaque, parce que l'ibrutinib, d'une part, est pro-arythmogène, donc c'est un patient qui risque de refaire de la fibrillation atriale et donc qui est dur à maintenir en rythme sinusal. L'autre chose, c'est qu'il y a des interactions médicamenteuses avec les traitements antiarythmiques, notamment l'amiodarone, qui est un inhibiteur du cytochrome CYP4A3, et donc du coup doit être pris en compte. Donc on s'orientera dans quelques cas vers le contrôle de maintien du rythme si le patient tolère pas bien la fibrillation atriale, si on n'arrive pas à réduire des symptômes malgré les traitements bradycardisants, et également si c'est un patient jeune et qui a des facteurs corrigibles. Et en pratique, quel traitement on va utiliser? Plutôt des bêta-bloquants ou... Alors, du coup, pour la stratégie de contrôle de la fréquence cardiaque, on préconise plutôt d'utiliser des bêta-bloquants en première intention qui ont moins d'interaction avec l'ibrutinib, contrairement aux inhibiteurs calciques bradycardisants tels que le verapamil dithiazème qui sont formellement contre-indiqués devant leur effet inhibiteur du cytochrome et donc une interaction importante de l'ibrutinib. Ça a tendance à augmenter son taux sanguin et donc le risque hémorragique. Et l'autre chose, c'est la digoxine qui peut être potentiellement utilisée, mais qui est un peu complexe puisque pareil, il y a une petite interaction, donc ça nécessite un espacement entre la prise de l'ibrutinib et de la digoxine de 6 heures au moins. Et on sait que les inhibiteurs du BTK ont un effet anti-agrégant plaquettaire. Quel choix doit-on faire pour l'anticoagulation dans ce contexte? Alors, pour l'anticoagulation, pareil, donc c'est un patient, encore une fois, qui a un cancer, il a un surrisque hémorragique. Donc, souvent, on va l'évaluer par le score Asbeg malgré qu'il n'a pas été validé dans la fibrillation atriale et on doit prendre en compte de plusieurs choses. C'est le patient qui a une thrombopénie, qui a des lésions métastatiques cérébrales, donc qui est plus à risque de saigner, entre autres. Et on peut évaluer le score thrombotique, par contre, enfin le risque thrombotique par le score de Schatz-Vaz, qui lui non plus n'est pas validé dans la FA du patient qui a un cancer, mais qui peut nous permettre de nous aider. Et donc souvent en classe 1, selon les recommandations de l'ESC, on préconise d'anticoaguler si le score de Schatz-Vaz est supérieur à 3 chez la femme et supérieur à 2 chez l'homme. Et on a une classe un peu plus basse à 2A si c'est supérieur à 1 chez la femme, pardon, à 1 chez l'homme et à 2 chez la femme. L'anticoagulation, on la choisira en fonction de tout ça et notamment, donc, ce qui est préconisé, c'est ne pas utiliser les AVK, eux sont parfaitement contre-indiqués car il y a une interaction avec l'ibrutinib. Ce qu'on peut utiliser, c'est les AOD, mais qui ont quand même une interaction. On privilégiera plutôt les anti-10, donc l'apixaban et le rivaroxaban, si on n'a pas de contre-indication, telle qu'une insuffisance rénale, entre autres. Et sinon, on ira plutôt sur les HPPM, et qui sont difficiles à se dire de maintenir sur une stratégie au long cours, puisque c'est des patients qui vont être sous ibrutinib plusieurs années pour leur maladie. Et en pratique, est-ce qu'il faut recommander l'arrêt de l'ibrutinib dans ce contexte de fibrillation auriculaire? Alors, le but du cardio-oncologue, c'est de
le plus possible ne pas arrêter le traitement qui a vraiment un impact sur la survie chez ces patients qui ont une maladie hématologique maligne. Et donc, le plus souvent, on ne l'arrêtera pas. On pourra envisager une réduction de dose chez les patients qui ont une arythmie grave, au moins grade 3, qui ont nécessité donc une prise en charge urgente. Et sinon, s'il y a une insuffisance cardiaque associée également, on pourra réduire. S'il y a une récidive, malgré la réduction, là, on envisagera, mais encore une fois, il faut en discuter, il faut voir les alternatives avec notre collègue hématologue pour l'arrêter, ou s'il y a des alternatives surtout, notamment dans la leucémie lymphoïde chronique, on peut envisager peut-être un autre IBTK de deuxième génération qui pourrait être moins pourvoyeur de fibrillation atriale, moins grave. Après, au niveau grade 3, il semblerait que ce soit à peu près la même chose. Finalement, l'important, je pense, si on doit conclure sur la prise en charge, c'est vraiment qu'il faut une communication entre l'hématologue et le cardiologue. C'est vraiment ce qui est le plus primordial pour mieux optimiser la prise en charge du patient. Merci Tracy. En effet, ces inhibiteurs du BTK sont très importants dans notre prise en charge en hématologie et les arrêter peut entraîner des changements de traitement et de la reprise de chimiothérapie ou des options moins efficaces pour le patient. Donc il est vraiment primordial pour nous de pouvoir les poursuivre un maximum tant que c'est possible.